invité va vous présenter Nostalgia. On lui a laissé une carte blanche en fait sur le festival, voilà, qu'il choisisse un film autour de notre thématique. Et vous avez pu voir tout au long de la semaine, et vous verrez encore ce week-end, des portraits de la série Lire. Voilà, je laisse la parole à Gérard. Ah oui, alors donc le film qu'on va voir, donc c'est Nostalgia de Andrei Tarkovsky, qui est un cinéaste qui est mort déjà il y a longtemps, hein, qui est mort en 1986, fin 1986, et qui est un des cinéastes les plus, à mon avis, hein, l'un des cinéastes les plus importants de toute l'histoire du cinéma, et sans doute le cinéaste russe le plus important avec Eisenstein. Et en fait, Tarkovsky a tourné très peu de films dans sa vie. Il a tourné que 7 longs métrages et 3 films d'école, dont le dernier est un pur chef-d'œuvre. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, qui s'appelle Le rouleau compresseur et le violon, qui est la rencontre entre un ouvrier et un enfant de 5 ou 6 ans, et qui dure 3/4 d'heure. Et à mon avis, c'est le plus beau film d'école qui a été réalisé depuis que le cinéma existe. Et en fait, donc, Tarkovsky a commencé... donc, c'était un film de 1960, et son premier long métrage, c'est en 1962. Je ne sais pas si certains l'ont vu parmi vous, qui s'appelle L'enfance d'Ivan, qui est un film qui avait eu le Lion d'Or à Venise, donc cette année-là, et qui a fait donc que 7 films. Pourquoi 7 films? Bon, déjà, il est mort à 54 ans, et aussi, bon, disons que pour lui, ça n'a pas été simple de faire des films, disons, poétiques, personnels, en Union soviétique, où on privilégiait avant tout un cinéma, disons, qui devait faire l'apologie du communisme. Donc le cinéma de Tarkovsky ne fait pas l'apologie du communisme, il s'intéresse plus à l'être, il s'intéresse plus à l'homme et à la femme. Et donc, pour chaque film, Tarkovsky a eu un certain nombre de difficultés. Mais pour chaque film, il est arrivé, disons, à ses fins. Il a pu faire les films quand même qu'il voulait. Il a réussi à imposer le cinéma qu'il voulait. Mais le dernier film qu'il a fait en Union soviétique, qui s'appelle Stalker, je ne sais pas si certains l'ont vu, donc, qui est sorti, enfin, qui est un film de 1979, là, il a eu quand même plus de difficultés encore que les autres films avec la censure soviétique. Et c'est donc à la suite de ce film qu'il a compris que ce serait peut-être plus difficile pour lui encore de faire des films en Union soviétique. Et donc il a eu une proposition de la RAI, donc la télévision italienne, donc pour faire un film. Et donc ce film de la RAI, c'est le film qu'on va voir maintenant, qui s'appelle Nostalgia. Alors c'est un peu particulier parce que c'est un film qui, donc à ce moment-là, quand il a eu ce projet, donc Tarkovsky pensait continuer à vivre en Russie, mais donc les autorités ont refusé de lui donner un passeport permanent. On lui a donné un passeport que de 4 mois, c'est ce qui se faisait beaucoup à l'époque pour certains artistes qui travaillaient à l'Ouest. Et donc c'est pendant la préparation de Nostalgia qu'il a décidé en fait de ne plus retourner en Russie. Mais pour ce film-là, il l'a fait avec l'accord des autorités soviétiques, puisque il a été coproduit avec l'Union soviétique. C'est-à-dire que, par exemple, l'acteur principal du film, que vous allez voir, qui est russe, est payé par la Russie. Et puis il y a un certain nombre il y a quelques séquences du film qui ont été tournées en Russie, donc qui ont été financées du côté soviétique. Bon, voilà. Alors, ce film-là donc est produit en partie par la RAI et aussi par la filiale de la Gaumont, donc Gaumont Italie, qui avait été créée dans les années 70 par Daniel Toscan du Plantier, donc a financé une partie du film, et je pense qu'a financé même une grande partie du film, en fait, pas sous forme de production, mais sous forme d'aide à la distribution, mais bon, ça revient au même. Et le film a été donc produit par Renzo Rossellini, qui est le fils du grand Rossellini. Et donc le fils était producteur, et donc il était le patron de la Gaumont Italie. Et donc, alors, donc on va voir très rapidement le film, on pourra en discuter après, mais donc ce qu'il faut savoir, c'est que
Donc, le film se passe en Italie, dans un endroit très précis, enfin, c'est pas dit dans le film, mais ça se passe donc en Toscane. Donc, le film a été coécrit avec un des plus grands scénaristes du cinéma, c'est Tonino Guerra, qui était le scénariste attitré de Antonioni, et qui était aussi le scénariste attitré de Francesco Rosi, que vous connaissez, j'imagine. Et aussi, donc, il a beaucoup travaillé, enfin, tous les derniers films, je sais pas, les 8 derniers longs métrages de Angelopoulos, c'est ce scénariste-là. Et comme Tarkovsky, parmi les cinéastes qu'il préfère au monde, il y avait Antonioni, donc la rencontre avec Guerra s'est très très bien passée, et ils ont fait donc un travail ensemble. Je pense que la collaboration a été très efficace. Voilà. Alors, ce que je voudrais préciser pour les personnes qui ne connaîtraient pas Tarkovsky, ça peut paraître un cinéma austère, c'est un cinéma qui prend son temps, il y a souvent des longs plans séquences, c'est un cinéma qui s'intéresse beaucoup au sacré, vous allez le voir, qui s'intéresse beaucoup aux éléments de la nature, c'est-à-dire dans tous les films de Tarkovsky, l'eau est un élément très très important, dans ce film-là bien sûr, mais dans tous les films de Tarkovsky. Il a une façon de filmer l'eau, vous allez voir, qui est très particulière. Il y a toujours de l'eau en abondance dans ces films. Et le feu aussi est très important. Vous verrez aussi dans ce film que le feu a un rôle aussi très important. Et si vous voulez, il s'intéresse autant à l'humain qu'à la nature. C'est-à-dire que pour lui, l'humain n'existe pas sans la nature. Donc ça va complètement à l'encontre de l'idéologie communiste. Sur ce plan-là, il était en opposition avec le régime communiste. Donc l'homme et la nature ne font qu'un. C'est-à-dire que, quand il dit l'homme, la nature et les animaux, vous allez voir l'importance aussi du cheval, qu'on retrouve un peu dans tous les films de Tarkovsky, le chien aussi, qu'on retrouve pratiquement dans tous les films de Tarkovsky. Alors voilà, donc ce film a été réalisé en 1983, il a été présenté au Festival de Cannes 1983, il était parti pour avoir la Palme d'Or, c'était quasiment joué. Tout le monde, dans une grande partie du jury, voulait lui donner la Palme d'Or, et en fait, il y a eu une opposition à l'intérieur du jury, un cinéaste soviétique pur et dur qui s'est opposé, c'est Bondarchuk, qui est un cinéaste assez classique dans le cinéma soviétique, qui a tout fait pour que Tarkovsky n'ait pas la Palme d'Or. Et Tarkovsky n'a eu que le prix spécial du jury, ex aequo avec le dernier long métrage de Robert Bresson qui s'appelle L'Argent. Et là, c'était pour Tarkovsky quand même une grande joie, parce que Bresson est le cinéaste préféré de Tarkovsky. Dans toutes les interviews, il a toujours dit « Bresson, pour moi, c'est le plus grand cinéaste de l'histoire du cinéma ». Et pour lui, Bresson est au cinéma et à la musique, si vous voulez, l'équivalent de Jean-Sébastien Bach. Alors, donc, on va voir le film. Alors, avant le film, on va vous montrer un cinématon, non pas le cinématon de Tarkovsky. Donc, le cinématon, c'est une anthologie de portraits que je réalise depuis 1978, qui consiste à filmer des personnalités du milieu artistique selon des règles très précises. Si vous voulez, c'est un peu une sorte de transposition de la photo d'identité en cinéma. C'est un gros plan d'une personne qui dure 3 minutes et demie en plan séquence, hein, il n'y a aucune coupure, en cinéma muet, et chaque personne est libre de faire ce qu'elle veut. Alors, j'ai pas eu l'occasion de rencontrer Tarkovsky, et je le regrette beaucoup, mais par chance, j'ai rencontré l'autre plus grand cinéaste soviétique de l'époque de Tarkovsky, qui est Sergueï Parajanov, qui n'est pas un cinéaste russe, lui c'est un Arménien, et en plus c'est même pas un Arménien d'Arménie, c'est un Arménien de Tbilissi, de Géorgie, et donc qui a fait tous ses films en Géorgie et aussi en Ukraine. Et donc Parajanov était donc un cinéaste absolument génial, qui est mort peu de temps d'ailleurs après Tarkovsky, je crois qu'il est peut-être mort en 91. Et donc j'ai eu l'occasion de le rencontrer en 1988 et notamment de faire son cinématon. Et comme entre Tarkovsky et Parajanov, il y avait un très grand lien d'amitié, ils s'estimaient beaucoup. Et les deux, et ça je ne le savais pas à l'époque, j'ai découvert ça assez récemment, parce qu'il y a eu un film qui a été fait justement sur les liens et les rapports d'amitié entre les deux cinéastes. Et donc on va vous montrer le cinématon de Sergueï Parajanov. Et après le film, on va vous montrer un petit film de 5 minutes qui s'appelle Compression Nostalgia
d'Andrei Tarkovsky. Alors, Les Compressions, c'est une série que j'ai créée en 1995 pour le centenaire du cinéma, qui consiste à prendre un film, un film que j'aime ou un chef-d'œuvre du cinéma, de le prendre, de le compresser 25 fois sa durée. C'est-à-dire qu'un film qui dure 1h30 va être compressé en 3 minutes et demie. Et si vous regardez le film, et si par exemple vous connaissez le film, vous allez pouvoir suivre le film en entier, vous allez pouvoir vous y retrouver complètement, c'est-à-dire qu'il ne manque pas un seul plan. Et donc, si vous voulez, c'était un peu un hommage aux nouveaux réalistes, les peintres, enfin les artistes plasticiens, sculpteurs du début des années 60, comme Armand et César, qui ont compressé des objets, qui ont compressé des voitures, qui ont compressé des horloges, qui ont compressé des boîtes de Coca-Cola, qui ont compressé toutes sortes d'objets, des métaux, enfin de toutes sortes d'objets. Et là, je compresse des films. Alors, le premier film que j'avais compressé, c'était en 1995, c'était Alphaville de Godard. Et puis depuis, donc j'en ai compressé, je crois, 220 ou 230. Donc, ce qui m'intéresse, je m'intéresse à la politique des auteurs. Donc, ce sont des grands cinéastes comme John Ford, bon, il y a Godard, Romer, Bresson, Jacques Tati, enfin, beaucoup de cinéastes. Et aussi la politique des acteurs. Donc, je m'intéresse aussi à un certain nombre d'acteurs et notamment des actrices. Donc, j'ai compressé un peu tous les films de Marilyn Monroe, de Brigitte Bardot, de Jean Tierney, la grande actrice américaine. Et donc, c'est un travail que je continue, que je fais régulièrement. Et la compression que vous allez voir, je l'ai faite spécialement pour le festival. Quand Rémi m'a dit qu'on pouvait montrer ce film-là ici, j'ai dit, bah, tiens, je vais faire la compression de ce film. Et alors, je voulais remercier Rémi donc, de m'avoir invité pour montrer ces films et puis pour vous montrer le film de Tarkovsky, parce que grâce à Rémi, ça m'a donné l'occasion de revoir tous les films de Tarkovsky du premier au dernier. Donc d'abord les films d'école, puis les longs métrages dans l'ordre. Et c'est toujours passionnant de découvrir une œuvre cinématographique du premier au dernier film, de les voir à la suite, parce qu'en général, les films, on les voit dans le désordre, étalés sur des années et des années. Donc merci Rémi. Grâce à toi, ça m'a permis de revoir tous ces films dans l'ordre. Voilà. Donc je vous propose de regarder le film maintenant, et puis je suis à vous après la séance pour parler. Donc à la fin du film, on va voir la compression de Nostalgia. Voilà.
Compris de quoi il s'agit, mais c'est pas une interview, on va dire classique avec des questions, des réponses. C'est plutôt comme une sorte de discussion. Je vais lancer un sujet sur lequel j'aimerais bien que vous me parliez, et puis voilà, vous expliquez ce que vous pensez de ça, puis voilà, vous pouvez parler même pendant 5 minutes, on n'est pas dans répondre forcément à la question, c'est un sujet, je lance un sujet. J'aime avoir votre avis sur ce sujet, donc D'accord, voilà. d'accord, oui. Alors, Donc, ça sera que ça, quoi. Il y aura un sujet. là, il y a deux petites choses sur lesquelles j'aimerais que vous me parliez. Mais bon, voilà, après, ça peut partir sur complètement autre chose. Ouais. Il faut être assez libre. On n'est pas dans quelque chose de guindé. On sort un peu des carcans de l'interview basique. C'est plus de l'ordre de la rencontre, de la discussion, même si moi je discute pas forcément, je lance un sujet, après je vous laisse discuter, me parler sur ce sujet. Alors. Voilà, c'est bon. Ah bah, je vais prendre l'autre chaise parce que là, ça, c'est terrible. Parce que là, ça, c'est une chaise normale. Là, je pourrais... Oh, pardon. Ah, oh là là. Qu'est-ce que je me sens mieux, parce que là, je sentais un truc dans le dos, là. Oula. Je fais mes petits réglages. Donc voilà. Le thème sur lequel je voulais que vous discutiez un peu et que vous m'expliquiez, c'est est-ce que vous, personnellement, à chaque fois, c'est votre vision personnelle, hein, j'aurais envie de savoir, est-ce que vous voyez un écart entre ce qu'on appelle le cinéma
et la vidéo d'art. Parce que voilà, entre ce qui passe au cinéma, les films qui passent au cinéma, et ce qu'un artiste peut produire en tant que vidéo et non pas en tant que film, est-ce que pour vous il y a une différence? Est-ce qu'il y a un écart? Comment est-ce que vous voyez ça? Parce que dans votre travail, voilà, vous êtes cinéaste, il y a toujours un rapport entre le cinéma, entre la vidéo, enfin, ça se mélange beaucoup. Est-ce que pour vous c'est deux choses différentes ou est-ce que c'est deux choses qui peuvent se mélanger? Est-ce que vous pouvez me parler un peu de ça? C'est là, quand vous parlez de cinéma, vous voulez parler du cinéma commercial qui Voilà, sort dans les ça. salles de cinéma. C'est ce qu'on appelle le cinéma, les films voilà, qu'on va voir au cinéma. D'accord, et puis par exemple l'art vidéo. Voilà. Alors, l'art vidéo ou le cinéma expérimental, maintenant les cinéastes travaillent essentiellement en vidéo, et c'est vrai, est très éloigné en fait du cinéma dit commercial qui sort dans les salles. Ce sont deux mondes complètement différents. Enfin, il y en a un qui est le monde du commerce, donc le cinéma commercial qui sort dans les salles, et l'autre c'est un comment dire un médium qui est beaucoup plus proche des arts plastiques, disons, qui est voilà, c'est plus une démarche artistique qu'une démarche, je dirais, souvent qui est commerciale. Alors cela dit, les choses ne sont pas toujours aussi clairement définies. Par exemple, là, au festival de Fontenay-le-Comte, on a présenté le film de Andrei Tarkovsky, Nostalgia. C'est un film, c'est un film qui est produit dans le système commercial, hein. C'est un film qui a été produit par la RAI, la télévision italienne, et par Gaumont, la société française. Et donc Tarkovsky, c'est un cinéaste qui recherche en permanence, c'est-à-dire que il est éloigné lui aussi du cinéma commercial. Il expérimente en permanence l'image, le son, et donc disons la séparation, souvent elle est évidente, mais il y a certains cas où elle n'est pas évidente du tout. Mais en tout cas, pour revenir à cette séparation, n'importe comment, les artistes vidéo sont des artistes qui peuvent faire des films avec très peu de moyens, avec très peu d'argent. Il suffit d'avoir une caméra, il suffit d'avoir un ordinateur pour faire du montage, et on peut faire des œuvres qui peuvent être montrées dans le monde entier, qui peuvent être tout à fait novatrices, qui peuvent réinventer complètement le cinéma, la vidéo. Et ce sont deux domaines, je dirais, quand même, qui sont assez séparés. Dans le cinéma commercial, je dirais, c'est plus... ça ressemble trop, je trouve que ça ressemble trop à la télévision. C'est-à-dire que c'est peut-être de la télévision améliorée. Alors que dans l'art vidéo, normalement, on peut imaginer qu'on va trouver des personnes qui se consacrent totalement à leur art, dont l'activité c'est d'être un artiste, au lieu d'être, je ne sais pas, quelqu'un qui passe au tiroir caisse à la fin du mois, quoi. D'accord. Très bien. Il y avait une autre chose dont je voulais vous parler, en rapport plus particulièrement avec Cinématon. Quelque chose qu'on n'aborde pas souvent quand on parle de Cinématon, c'est le fait de la rencontre avec les gens que vous filmez. On parle beaucoup là, du portrait, du fait que ce soit silencieux, que ce soit le film le plus long, etc. Mais à chaque fois, ce thème de la rencontre n'est pas forcément abordé. Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de votre travail, de vouloir aller... Alors je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce qu'à chaque fois c'est vous qui allez à la rencontre de ces personnes, ou c'est le hasard qui fait que d'un seul coup, comme aujourd'hui, ou c'est moi qui vous demande de vous rencontrer et d'un seul coup vous prenez cette occasion-là? Enfin, comment ça se passe au niveau de la rencontre pour ce projet? Est-ce que c'est quelque chose d'important pour vous? Déjà, oui, à chaque fois c'est la rencontre avec une personne, hein. C'est ça qui est aussi intéressant. C'est pas un travail mécanique qui consiste à mettre une caméra devant une personne. À chaque fois, c'est une personne que j'ai l'occasion de rencontrer. Oui, le hasard aussi joue beaucoup. C'est des personnes que je peux rencontrer dans des festivals de cinéma, mais pas seulement, hein, dans la vie un peu de tous les jours.
enfin, je filme des personnalités ou des personnes qui sont liées au monde de l'art, au cinéma, à la littérature, à la peinture, etc., à la musique. Et donc, souvent, le hasard joue un grand rôle. À un moment donné, il y a des personnes, on se croise, et puis donc, c'est l'occasion de filmer une personne. Il y a des personnes que je n'ai jamais filmées parce qu'on ne s'est jamais croisées. Et donc, la rencontre est très importante parce que c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est ça qui est passionnant. Parce que le cinématon, ça dure 3 minutes et demie, mais la rencontre dure souvent 1 heure. On a le temps de discuter avec cette personne. Alors si je connais ce qu'elle fait, si c'est un cinéaste dont je connais les films, bah, c'est très intéressant parce que je vais pouvoir parler de ces films, on va pouvoir échanger. C'est vraiment une rencontre en plus qui est privilégiée parce que bon, c'est en dehors de quelque chose d'officiel, donc la personne va se livrer assez facilement. Elle sait que voilà, c'est pas pour une interview, donc elle va souvent dire des choses qu'elle ne dirait pas dans une interview officielle. Donc, alors le cinématon dure 3 minutes et demie, mais après, avant on peut déjà discuter, après on peut discuter, donc c'est ça qui est fructueux parce que s'il n'y avait pas ça, je pense que ça ne m'aurait jamais intéressé de faire cette anthologie cinématon. C'est quand même la rencontre avec des personnes très très différentes aussi, qui viennent de contrées, de pays très différents, et de domaines artistiques aussi très différents du mien aussi. Et à chaque fois, grâce au cinématon, c'est une sorte de passeport, ça me permet d'entrer comme ça voilà, dans l'univers d'une personne, presque des fois dans la vie d'une personne, et c'est ça qui m'encourage à continuer, parce que s'il n'y avait pas ça, je pense que c'est un projet que j'aurais arrêté très vite. Là, c'est à chaque fois, bon, ça peut être des rencontres qui sont fortes aussi. Enfin, voilà, c'est la vie, quoi. Donc, le cinéma, c'est la vie, quoi. Et puis, je ne sais plus ce que vous me demandiez aussi. C'était... oui, enfin, vous avez répondu, c'était ça. Ce qui m'interpelle dans ce que vous dites, c'est le côté très personnel en fait qu'il y a dans le cinématon, des gens déjà que vous aimez, et la rencontre qui se passe à côté, des choses que le public ne voit pas. Lui, il voit que la vidéo finale. Il voit la face, il voit, c'est comme l'iceberg, quoi. Il voit que la face émergée de la rencontre, en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est l'ensemble, c'est-à-dire c'est entre la prise de contact avec la personne, la rencontrer, la filmer, discuter après. Puis après, c'est pas fini parce qu'après, il y a la projection où le film est sur Internet, donc la personne va se voir, donc elle va réagir aussi par rapport au résultat, donc elle va dire aussi, donner ses impressions par rapport au résultat, donc c'est jamais fini. Et puis après, les films sont montrés. Voilà, à partir du moment où ils sont réalisés, après ils sont montrés depuis... les plus anciens sont montrés depuis des dizaines d'années, plus les cinématons sont anciens, évidemment, plus ils sont montrés depuis longtemps, donc c'est souvent amusant de retrouver des personnes qui ont été filmées il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, de dire, qui se rappellent de ce moment privilégié, qui racontent ce qu'ils ont fait dans leur cinématon, ce qu'ils en ont pensé, ce qu'ils avaient pensé à l'époque, ce qu'ils en pensent maintenant, parce qu'après, avec le recul, ils voient ça de façon très différente. Il y a des personnes qui, quelquefois, se sont vues juste après, quelques jours après le tournage, qui ne se sont pas aimés parce qu'ils n'avaient pas de recul, et puis ils se sont vus quelques années après, ils se sont complètement acceptés en disant « Ah, je suis super, à la première fois je trouvais que j'étais pas bien, mais non, en définitive, non, c'est vraiment bien, c'est vraiment moi, c'est vraiment ma personnalité sort vraiment bien ». Et donc ça, c'est très amusant, parce que c'est un peu sans fin, quoi. C'est-à-dire que c'est un travail que j'ai commencé au début de l'année 1978, et qui est un peu parallèle à tous mes travaux cinématographiques, et qui est pour l'instant sans fin. Peut-être que j'arrêterai un jour, et pour l'instant ça continue. Et donc c'est une sorte un peu comme une colonne vertébrale par rapport à l'ensemble de mes films. Voilà, il y a les cinématons au milieu, c'est une sorte d'autoroute aussi, et puis parallèlement il y a comme des branches avec les autres films. Mais les cinématons sont toujours là, il y a toujours des tournages, évidemment il y a toujours des projections. Et c'est une sorte de fil conducteur de mon travail de cinéaste. Même si je fais beaucoup d'autres films, et des films très très différents, et qui ne sont pas des films muets, qui sont des films sonores, parce que le cinématon c'est muet, et donc j'aime beaucoup aussi travailler sur le cinéma sonore, de faire un travail sur le son m'intéresse beaucoup aussi au cinéma, mais les cinématons c'est quelque chose qui est... c'est ma colonne vertébrale
Et peut-être sans les cinématons, je ne ferais pas tous les autres films que je fais par ailleurs, parce que ça a été, j'ai créé d'autres séries de portraits un peu sur le même modèle que les cinématons, comme les portraits de groupe, la série Couple, la série Lire, qui est une série d'écrivains qui lisent leurs livres. Il y a à peu près une quinzaine de séries qui existent, puis il y a tous les autres films. Et puis par exemple, je fais des carnets filmés, c'est une sorte de journal filmé. Alors souvent, je filme des tournages des cinématons, c'est l'occasion et puis les débats que je fais des fois ou des conférences, je les filme avec les questions du public. Donc tout ça, ça fait boule de neige. Enfin, c'est un peu un travail sans fin, c'est un peu comme des poupées russes. Toi. À l'intérieur, il y a encore des poupées, puis encore à l'intérieur. Donc c'est quelque chose qui est sans fin. Donc en même temps, pour un cinéaste, c'est passionnant de faire ça parce qu'on a toujours des films à faire. On n'est jamais à court d'inspiration. Il y a peut-être quelquefois des cinéastes qui ne savent plus quoi faire, qui n'ont plus de projet, qui ne savent plus dans quelle direction aller. En ce qui me concerne, c'est pas possible. J'ai toujours mes cinématons, et puis mes autres séries, et puis mes carnets filmés qui sont là, qui m'attendent. Là, par exemple, je suis en train de filmer avec une caméra donc notre conversation, enfin mon monologue plutôt. Pour moi, c'est la vie, quoi. Donc, c'est-à-dire que le cinéma, donc le cinématon et mes autres films ne sont pas détachés de la vie. C'est pas une activité annexe. C'est l'activité de ma vie. Donc, je vis pour le cinéma. Le cinéma me fait vivre. Donc, je vis du cinéma et je gagne ma vie avec le cinéma. Et en même temps, je vis c'est ma vie, quoi. Enfin, tout, voilà, je pense que c'est un peu la définition d'un artiste. Un artiste, voilà, sa vie, c'est son œuvre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation entre la vie et les œuvres. Peut-être que ça serait bien d'ailleurs d'avoir une séparation. Il y a des moments de mettre les choses de côté, de bien les séparer. Bon, il y a des périodes où j'ai essayé de faire ça, mais en fait c'est très difficile. Quand on est dans son œuvre, c'est quand même très difficile d'être en dehors, quoi. On est dedans et en même temps, bon, c'est comme ça. Je pense que la plupart des artistes, dans quelques domaines que ce soit, ils fonctionnent de cette façon-là. Très bien. Une dernière petite question, toujours sur le cinématon. Est-ce que au début il y avait cette même idée, enfin, est-ce que il y a une évolution dans votre idée, dans le concept du cinématon? Ou est-ce que dès le début, vous saviez qu'il allait en avoir beaucoup, que la quantité allait jouer, qu'il allait avoir toujours ce même processus, ou est-ce que c'est venu un peu par hasard au fil des essais? Enfin, comment c'est... Quand j'ai commencé les cinématons, donc, vraiment au tout départ, je m'étais dit je vais filmer déjà les personnes que je connais du milieu artistique, donc je connaissais quelques peintres, quelques poètes, quelques cinéastes expérimentaux, donc un peu en marge du système. Je vais d'abord filmer ces personnes-là, donc ça faisait quelques dizaines de personnes à filmer, puis on va voir ce que ça va donner, quoi. Et très vite, donc au début je me disais, ce serait bien d'en filmer 100, voilà. Je m'étais donné un chiffre, puis très vite je me suis dit non, pourquoi 100? Ce serait bien de faire un film qui dure 24 heures, donc ça faisait 300 et quelques cinématons, ça me semblait déjà énorme. Mais je me disais, voilà, ça serait pas mal. Et puis au bout de 6 mois, je me suis dit, non, ça sert à rien de mettre une limite. J'ai commencé à faire des projections très très vite. Au bout de 2 mois, il y avait déjà des projections des premiers cinématons, et ça marchait super. Ça m'avait beaucoup surpris, parce que je ne pensais pas du tout que le cinématon fonctionnerait tout de suite. Je me disais, il faudra peut-être attendre 2 ou 3 ans avant que le public comprenne la démarche. Et non, pas du tout, ça a marché tout de suite. Et donc, au bout de 6 mois, je me suis dit, je tourne, et puis on verra. Si un jour je suis fatigué par les cinématons, j'arrêterai, mais je ne me donne pas de limite. Et voilà, j'ai toujours fonctionné comme ça, en me disant peut-être que j'arrêterai bientôt, peut-être que j'arrêterai la semaine prochaine, on ne sait pas. Donc je ne me donne pas de limite, je ne me dis pas je vais filmer tant de cinématons, je ne me dis pas que je vais filmer tant d'heures de cinématons. Si je m'étais dit ça, ça m'aurait paralysé. Je me serais dit, oh là là, c'est impossible. Alors si on m'avait dit au début que j'en serais maintenant à 2935 cinématons et à près de 196 heures de film, évidemment, je n'aurais jamais cru, ça aurait été impensable. On dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc n'importe comment, c'est en cinématonnant qu'on devient cinématonneur, et c'est en faisant des films qu'on apprend à faire du cinéma. C'est-à-dire que, je crois qu'il y a
les deux meilleures écoles pour faire du cinéma, c'est déjà de voir beaucoup de films. Donc c'est une excellente façon déjà pour apprendre à faire des films. Et puis c'est d'en faire, c'est-à-dire c'est en faisant des films qu'on apprend à faire des films, et en se corrigeant, en s'améliorant. Et donc en faisant son autocritique à chaque fois, en voyant ce qui ne va pas bien, et essayer d'améliorer ce qui ne va pas bien, et de conserver ce qui va bien. Et c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné. Et c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de films. En fait, faire beaucoup de films, c'était aussi une façon d'apprendre à faire du cinéma. Bon, c'était aussi pour gagner ma vie. Le fait d'avoir fait beaucoup de films, ça fait qu'il y a toujours des films qui passent à droite ou à gauche, qui peuvent être vendus à des institutions, donc c'est toujours plus ou moins dans l'actualité. Je n'ai pas des trous comme certains cinéastes, là ils font un film qui pendant plusieurs années, il n'y a pas de film, ils sont en attente par rapport à un financement. Non, ma façon à moi, c'est de tourner un peu en permanence, donc je suis toujours sur de multiples projets, donc évidemment il y a les cinématons, les autres séries, mes carnets filmés, puis il y a toujours plein d'autres films aussi que je fais en permanence. Et je suis toujours donc en train de tourner plusieurs films en même temps, de monter plusieurs films en même temps. Et voilà, pour moi, c'est une excellente manière de fonctionner. Et je ne verrais pas, fonctionner comme beaucoup de cinéastes qui font un projet, qui déposent ça avant sur recette, qui attendent un an pour avoir la réponse. Il y a un refus, donc il faut refaire un projet. Et puis pendant des années, ils sont en attente. Non, là, j'avoue que ça ne me serait pas possible de fonctionner comme ça. Je suis plus proche de démarches, par exemple, d'écrivains. Bon, en général, un écrivain, il écrit un peu tous les jours. Ou des peintres. Bon, un peintre, en général, il peint un peu tous les jours. Bon, il ne va pas s'arrêter pendant un an en disant, voilà, je vais faire un projet pour faire de la peinture. Non, voilà. Donc, je suis un peu dans cette démarche-là. C'est-à-dire, bon, c'est vrai, c'est une démarche artistique. Et c'est pas pour me déplaire, parce que peut-être que je m'ennuierais si j'avais pas tous les films que j'ai à faire, si je devais attendre, je sais pas, comme je suis pas dans cette situation-là, mais je serais un peu peut-être paniqué de n'avoir rien à faire. Très bien. J'aime beaucoup ce que vous disiez à la fin, parce qu'il y a une sorte de mise en abîme, parce que c'est exactement ce à quoi je pense, et c'est d'ailleurs pour ça que je crée cette web TV. Ah, oui. C'est pour me forcer déjà moi à créer très régulièrement, Ah, à oui. alimenter cette web TV presque tous les jours, même avec des toutes petites vidéos, Ah, oui. des choses très simples, et voilà, de ne pas attendre, et le fait de faire beaucoup dans la quantité. Oui, oui. Et voilà, enfin, ça rejoint exactement le projet, donc je trouve ça... Alors, il faudra aller à Olonne-sur-Mer quand il y aura le festival off, là, parce que en plus, il y a des réalisateurs qui viennent aussi. Ouais. Mais je connaissais juste de nom, puis j'ai jamais eu l'occasion de... Mais là aussi, il y a des réalisateurs en ce Ouais. moment, qui J'ai présentent leurs films. Ouais. Là, oui. Ouais. Que je connaissais pas trop, j'ai regardé la liste, c'est des réalisateurs que je connaissais Oui, pas. non, c'est des réalisateurs qui ne des- sont pas nécessairement très connus, Oui, mais enfin qui mais, sont des jeunes réalisateurs, enfin Mhm. qui commencent un peu à se faire connaître, quoi. Si déjà ils ont un film qui est là, bon, c'est déjà le film est sorti en salle, on en a parlé. Il y a une très belle programmation. Il y a des classiques du cinéma, Oui, un mélange de classiques avec des jeunes cinéastes. Enfin, c'est ça qui est bien et que j'aime bien dans ce festival, le mélange comme ça avec les films qu'on connaît et qu'on aime bien, et des films où on a peut-être entendu parler, mais il y a des découvertes, enfin il y a les deux, donc c'est pas mal au niveau de la programmation. Alors là maintenant on va faire le cinématon. Oui. Alors par contre ça, si on veut, on peut très bien le faire à l'extérieur, Oui, puisque parce là qu'il il n'y a pas de son. Donc ouais, ce sera mieux. voilà, donc Hop. alors donc on va descendre. Alors, si les gens veulent entrer, ils peuvent entrer. Non, Elodie. Je faisais plusieurs angles et puis je savais pas trop ce qu'on allait faire ou pas, mais là comme c'était vachement intéressant. Ah, d'accord. C'est sûr que le cadrage était particulier. D'accord. Mais là, il faut pas dire ça. Il faut dire, bah, justement, on trouvait que ce cadrage. Ouais. Bah, moi, c'est marrant. Après, ça m'a pas. Oui, Ma tête devant nous. Oui, bien sûr.